Ok, donc bonjour à tous et merci d'avoir rejoint à l'heure cet événement qui est organisé en collaboration entre la commission management et Morgan Phillips. Donc, je suis co-responsable de la commission management avec Nathalie, qui est également Bonjour à présente. tous. Oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai rejoint la commission il y a peu de temps en tant que coprésidente avec ma binôme Marie. Voilà. Donc, cet atelier est organisé avec Morgan Phillips, qui est un cabinet de recrutement et de management de transition. Je vais laisser se présenter dans un instant. C'est un sujet qui me tenait à cœur en particulier parce que depuis longtemps, Charles, il y a un bruit en arrière-plan chez vous. Qui me tenait à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde rencontre des difficultés de recrutement sur ce type de profil. Et personnellement, moi, j'ai souvent choisi en fait, de recruter des gens très jeunes dans mes équipes, y compris pour remplacer des plus seniors, avec les enjeux et la particularité que ça peut comporter. Donc, aujourd'hui, nous allons parler… Je vais mettre Charles en mute, ça fait un bruit de fond. Je ne sais pas s'il y a un écho. Voilà, merci Charles. Nous allons parler de l'état, les jeunes, les juniors, la nouvelle génération, en tout cas, quels sont ceux que l'on peut facilement trouver, ceux pour qui c'est beaucoup plus difficile, quelles sont les structures qui embauchent ces juristes, on définira exactement de quel créneau on parle, et ensuite, qu'est-ce qu'ils attendent de particulier? Est-ce qu'ils sont différents de nous, qui sont plus seniors, qui sommes directeurs juridiques, par rapport au moment où nous sommes rentrés sur le marché du travail, au niveau conditions de travail, rémunération et au niveau management, recrutement. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent lorsqu'ils intègrent une direction juridique? Donc, nous avons avec nous Marilyn et Charles, que je laisse se présenter. Bonjour Marie, bonjour à tous. Nous sommes ravis donc avec Charles de participer à ce webinaire. Charles et moi-même faisons partie du groupe Morgan Phillips. On a un groupe de recrutement mondial et nous sommes dédiés donc aux fonctions juridiques. Charles et moi sommes d'anciens avocats. On recrute pour les cabinets et pour les directions juridiques. Moi, plutôt sur la partie juriste, Charles sur les populations responsables et directeurs juridiques sur tout type de matière. Que ce soit de la fiscalité, du droit des affaires, du droit social. Effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur puisque en ce moment, je n'apprends rien à personne, c'est la guerre des talents. On a des problématiques effectivement pour attirer et conserver les nouvelles générations de talents en juridique. Et donc, c'est un sujet qui nous tient aussi particulièrement à cœur, à Charles et à moi-même. Charles, je te laisse peut-être présenter la façon dont on travaille, l'accompagnement candidat, comment est-ce qu'on fonctionne au quotidien. Merci Marilyn. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, moi je m'occupe avec Marilyn des recrutements sur la partie juridique avec pour ma part un focus sur les fonctions de direction et tout secteur confondu en termes de secteur d'activité et taille d'entreprise. Et effectivement, je l'indique aussi, c'est un sujet moi, qui me tient particulièrement à cœur aussi parce que c'est souvent la grande problématique, étonnamment, presque les directeurs juridiques qui nous contactent. C'est par ça qui leur prend beaucoup de bande passante, si j'ose dire, la crainte de perdre ou des déceptions de départ et la difficulté à recruter rapidement. Et deuxièmement, je pense qu'on peut apporter une toute petite contribution avec Marilyn parce que je pense que voilà, on a beaucoup de candidats, de profils qui se confient à nous finalement. Et étonnamment, ce n'est pas toujours les raisons évoquées frontalement qui sont, je pense, les vraies. Donc, quand ils partent effectivement de leur job en cours, ou alors les raisons qui les poussent à rejoindre l'un plutôt que l'autre. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ce feedback, essayer de vous dire un petit peu ce qui ressort de notre activité au quotidien. Et effectivement, pour compléter, donc… écoutez, nous, on a une approche de chasse de tête à tous les niveaux, si j'ose dire, puisque évidemment, pour les fonctions de direction, ça peut aller de soi. Mais là, je parle aussi pour toi, Marilyn, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour cette jeune génération, il faut aller les chercher à tous les niveaux. Je pense que ça, c'est sans doute une nouveauté de ces dernières années, puisque vraiment, il faut savoir convaincre et avoir une démarche de chasse. Pour le reste, ça peut paraître du bon sens, mais c'est important de le rappeler, c'est-à-dire cultiver une relation de confiance avec ses talents, savoir les aiguiller aussi à tous les niveaux, et quand bien même on est en dehors des mandats, donc je crois que c'est important de cultiver cette relation
de confiance puisque forcément, on a une activité professionnelle. Mais voilà, la confiance, elle s'organise, elle se crée aussi parce qu'ils savent qu'on peut avoir une vision intense ou un peu objective quant à leur décision de carrière, pour les conseiller s'agissant des rémunérations. Ils savent aussi qu'on peut avoir pas mal d'informations de marché. On en reparlera de cette transparence du marché. Mais voilà, donc nous, au-delà de tous les outils, des méthodes, etc., et des process qu'on peut avoir en particulier dans notre activité, je pense que ce qui vraiment est notre boussole avec Marilyn, c'est de continuer à créer cette relation attitude-personnelle forte. Pour ma part, moi, les candidats sont les clients d'un autre jour, donc c'est évidemment hyper important. Et puis pour Marilyn, c'est aussi très important. Et c'est aussi ça qui permet d'avoir des gens qui nous sont recommandés par des gens qui sont identifiés mais pas intéressés. Donc je referme la parenthèse, mais ce côté intuitu personnel, quoi qu'on en dise, et en dépit de toutes les évolutions techno, reste d'autant important dans cette guerre des talents. Voilà. Alors, merci Charles et Marilyn. Donc, pour cadrer le sujet, quand on parle de nouvelle génération, on va surtout s'orienter sur des profils qui ont 2-3 ans d'expérience. Parce que ceux qui sortent de l'école, qui ont peut-être un premier stage, en général, ne passent pas par le filtre des chasseurs de tête comme Morgan Phillips. Les entreprises se débrouillent assez bien pour les trouver toutes seules. Donc, on va être plutôt sur comment attirer quelqu'un qui a entre 2 et 7 ans, on va dire, d'expérience. Et c'est vrai que quand on discute avec vous, chers confrères du Cercle Montesquieu, souvent, quand on voit passer les demandes d'emploi, on dit, bon, j'ai besoin d'un juriste un peu expérimenté, donc 2 à 7 ans. Donc, tout le monde veut ça. Donc, aujourd'hui, quel est l'état justement de l'offre pour les nouvelles générations? Est-ce qu'ils sont beaucoup recherchés? Est-ce qu'ils sont mouvants? Selon vous, Morgan Phillips, selon votre vision? Alors, c'est vrai que depuis quelques temps, on a vraiment des mandats qui sont très demandés, à savoir des mandats de juristes ayant une première expérience de 2-3 ans. C'est vraiment ce qu'on nous demande très, très fréquemment, pouvant aller jusqu'à 4-5. Mais les attentes des directeurs juridiques en termes de recrutement, les mandats qui sont très demandés, ce sont des juristes en fait avec une première expérience et pouvant être encore formé. C'est-à-dire quelqu'un qui est quand même opérationnel, qui connaît la matière, qui connaît son sujet, qui a déjà travaillé en entreprise, qui a déjà pu travailler techniquement sur des choses, quelqu'un d'opérationnel, mais en termes de rémunération, qui correspond à une fourchette de quelqu'un d'assez junior et en même temps qui a déjà une compétence et qui peut être formé. Ça, c'est des attentes qu'on nous demande et c'est des mandats qu'on nous demande de façon très, très récurrente. La personne qui n'a pas trop d'expérience pour pouvoir être encore formée à la patte de l'entreprise et en même temps qui est déjà opérationnel, qui connaît son sujet. Donc, ce sont des profils qui sont très demandés. Comme l'a dit Charles au départ, on avait en tête la chasse de tête, etc., pour les profils de directeur juridique, directrice juridique. Aujourd'hui, moi, pour des profils clairement 3-4 ans, 2-3-4 ans, c'est également de la chasse de tête puisque ce sont des profils qui sont très demandés. Il ne faut plus croire que, voilà, avec une annonce, etc., on a des retours, des CV, etc. Ce sont des personnes qui sont chassées, qui sont contactées en direct. Et voilà, c'est ce qui fait une population très active, très demandée et vraiment une véritable activité de chasse aussi sur ces profils, même s'ils sont relativement juniors. Non, justement, là, c'est entre nous, sachant ça, c'est vrai que je pense qu'il faut s'interroger en tant que directeur juridique, et c'est ce que j'ai commencé par faire en témoignant au début de cette intervention. Peut-être déjà, si on a du mal sur ce créneau-là, il faut réfléchir à est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'orienter vers des profils justement première expérience, quelqu'un qui a fait un stage bien calibré, qui sera moins demandé que quelqu'un qui est déjà un peu expérimenté. J'ai fait ce choix plusieurs fois, à recruter des juristes qui avaient 23-24 ans, et ça s'est toujours super bien passé, mais ça prend du temps. Généralement, c'est des recrutements que j'ai faits en direct. Ça prend du temps de bien sélectionner sa personnalité, son potentiel. En tout cas, j'ouvre la réflexion. Alors, au-delà de cette population globale, à l'intérieur de la population, est-ce qu'il y a des matières, des spécialités qui sont aujourd'hui la perle rare et d'autres où, si vous avez des départs dans vos équipes, ce sera beaucoup plus facile?
Alors oui, il y a clairement une réalité, hein. Toutes les spécialités sont effectivement équivalentes, mais en termes de recrutement, on a des profils qui sont plus demandés parce qu'en fait, on a davantage de mandats et davantage de difficultés à recruter. C'est vrai qu'en général, les directeurs juridiques, les directrices juridiques passent moins par nous pour chercher, par exemple, un juriste en contentieux, un juriste en propriété intellectuelle ou un juriste en droit social. En général, ce sont des mandats où ils disent, voilà, on arrive à les pourvoir directement et font plus appel à nous pour tout ce qui est nouvelles technologies, tout simplement, hein. Tous ces profils qui existaient moins il y a quelques années. On a énormément de mandats de juristes contrat NTIC, cybersécurité, data privacy, données personnelles, dans des secteurs notamment les ESN, mais pas que. Donc ça, c'est vraiment un gros focus. Je pense que voilà, tout le monde se reconnaîtra là-dedans, mais on a vraiment beaucoup de mandats sur ces sujets de nouvelles technologies et de données personnelles. Également, on a aussi beaucoup eu de mandats sur tous les profils corporate et M&A en entreprise, avec aussi une expérience en cabinet d'avocat idéalement avant. Enfin, c'est des mandats aussi qu'on a beaucoup eu, avec beaucoup de chasse et des profils de juristes qui nous sont beaucoup demandés. Avec le recul, on peut faire clairement un topo sur les profils, les mandats qu'on a le plus régulièrement, et c'est vraiment des profils qui sont très recherchés. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, hein, c'est tout aussi technique, etc. Mais c'est vrai qu'en général, les directeurs juridiques nous disent qu'ils passent en direct et ils font appel à nous plutôt pour le côté nouvelles technologies, data privacy et corporate M&A. D'accord. Et le juriste business, contrat généraliste? Oui, ça aussi beaucoup, hein, évidemment. Je veux dire, c'est une constante, c'est régulièrement. Évidemment, ce juriste contrat polyvalent, business, opérationnel, qui est capable de parler avec les opérationnels, avec le business. Ça, je dirais, c'est une constante. Ça, c'est aussi un profil qui est très recherché tout au long. Après, c'est un petit peu, voilà, je caricature volontairement avec les choses vraiment, les mandats très demandés, mais voilà, on a bien sûr d'autres profils qui sont demandés, etc. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu un gros focus sur les nouvelles techno et le corporate M&A. Je souscris complètement. Je pense que, grosso modo, empiriquement, hein, l'année dernière, c'était à peu près presque plus de la moitié, voire 2/3 hein, sur ces items-là. Hein. Donc, corporate, M&A, et puis toute la partie au sens très large, IT, on va dire. Voilà. Et même pour les business affaires, pour répondre, Marie, en réalité, aujourd'hui, la dimension contrat IT, rédaction, négociation, avec ce fort focus, c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, sur les business affairs, en réalité, il y a souvent une expérience demandée sur toute la partie tech, quoi, hein. Il y a ce côté quasiment anxiogène, en fait, en se disant, est-ce qu'on va avoir quelqu'un, ça lui plaît, il y a des masses de contrats, il y a des masses de choses à comprendre pour convaincre, effectivement, les gens du business que le juridique est là pour les aider. Il faut parler le même langage. Donc, souvent, l'item, c'est vraiment ça qui fait la différence, hein. Au-delà de tout le reste, les langues, la personnalité, les bons stages, etc. Mais voilà, sur ces sujets-là, c'est vraiment le très, très gros du sujet. Et les talents sont contactés, nous disent-ils, hein, quand ils cochent visiblement toutes les cases, avec tous les guillemets du monde quand je dis cette expression, mais j'ai presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, sans nul doute. Voilà. Alors, du coup, ça interroge à nouveau une question, parce que comme c'est un profil recherché, actuellement, je travaille donc dans un secteur où la moyenne d'âge est à moins de 30 ans quand même, donc y compris chez les juristes, ils ont beaucoup d'étudiants, de stagiaires chez une start-up. Et j'ai discuté avec justement une junior, on va dire, même si le mot n'est pas recommandé, qui travaille pour la France. Et je lui dis, tu devrais t'orienter vers la data privacy, vers l'IT, parce que c'est hyper recherché. Et forcément, dans les années à venir, c'est un marché qui sera toujours en expansion. Elle me dit, oui, mais enfin, ça ne me fait pas rêver, quoi. On reparlera après de qu'est-ce qui les fait rêver, enfin, qu'est-ce qui va vraiment comment les attirer et les garder. Donc, on peut avoir ce combo c'est un profil qui est beaucoup demandé compte tenu de l'évolution de la société, et en plus, il n'y a pas énormément de juristes qui ont envie de se passionner pour ces questions-là. Donc, la vraie question à se poser en tant que directeur juridique, c'est est-ce que plutôt que d'essayer de recruter à l'extérieur, on ne pourrait pas modifier un poste qu'on a déjà actuellement dans son équipe pour qu'il se forme et qu'il monte en compétence sur le domaine des nouvelles technologies, de la data privacy, pour éviter en fait de se confronter au marché sur ce secteur-là. Alors,
du coup, qui recrute ces juristes de moins de 30 ans, on va dire? Tout le monde? Est-ce qu'ils sont cherchés plus par les startups, les grands groupes, ou est-ce que les grands groupes vont plutôt s'orienter sur des gens un peu plus âgés, enfin pas âgés, en tout cas expérimentés, mais qui recrute? Alors, vraiment, on est très clair là-dessus, on a des mandats de tout type, du groupe du CAC 40 aux startups. C'est une constante. Peu importe que ce soit une PME, un groupe du CAC 40, secteur d'activité, peu importe, c'est vraiment c'est des profils recherchés, je dirais, et c'est ça qui fait justement la difficulté par tout type de structure. Ouais, d'autant que les structures, effectivement, de type startup, scale-up, effectivement, peuvent avoir tendance à faire confiance à des profils à fort potentiel qui se développent en même temps que leur structure, même s'il peut avoir une deuxième étape avec une grosse levée de fonds, etc. Donc, il y a un changement d'échelle et parfois un changement forcément de profil, mais souvent, il y a une certaine stabilité et une fidélité due aussi au fait on a fait un vrai pari avec leur profil plus jeune. Mais effectivement, sinon... il y a quand même une pyramide et l'idée c'est de créer des successions, des formations, etc. Donc même les directeurs juridiques des très grands groupes et du CAC 40 sont vraiment soucieux d'avoir effectivement tous les niveaux d'expérience et tous les âges, j'allais dire, dans le cadre de ces profils-là. Alors, je tempère un petit peu, peut-être Marie, sur le fait est-ce que ça passionne tout le monde? Alors, c'est vrai que, mais ça, c'est très, très subjectif. Hein. C'est-à-dire que et évidemment, tout ce qui est très technique, ça peut paraître très rébarbatif à certains, passionnant chez d'autres. Moi, je pense que c'est des sujets assez clivants en réalité. Je rencontre rarement des profils tièdes dans la matière. Soit ils peuvent nous en parler pendant des heures, ils sont passionnés de technologie et tout le reste a moins d'importance. Soit on a des profils vraiment un peu loin de ces sujets-là et qui ont deux choix. Soit ils sont dans une logique de contournement et d'évitement, soit à l'inverse, peut-être de raison en se disant j'ai bien compris quand même que c'était dans mon intérêt de ma carrière et de mon employabilité de s'y mettre. Voilà. Et c'est pour ça que je ne veux pas anticiper sur le sujet d'avant, mais je pense qu'il faut se poser la question de l'envie, de l'intérêt, de la curiosité, parce que c'est ça qui va risquer, à mon avis, que la personne parte ou pas, ou au bout d'un an et demi, craque un peu en disant c'est pas mon truc. Voilà, donc il y a vraiment une approche très, 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 très binaire et presque extrême, j'allais dire, en la matière. Ouais. Non, avant de passer au sujet suivant, je profite pour préciser que si vous avez des questions, normalement l'intervention est prévue pour durer 1 heure et on a réservé une demi-heure de battement pour des questions. Vous pouvez aussi nous les poser dans le chat et on voit si c'est pertinent d'y répondre maintenant ou si on a prévu d'y répondre plus tard en fait dans le fil de la discussion. Parce que la question que je me suis posée, en tout cas, et sur laquelle on a échangé avec Charles et Marilyn, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les millénials, les Gen Z, etc., quand ils rentrent sur le marché du travail, est-ce qu'ils sont prêts à y rentrer comme nous, à notre époque, on a pu y rentrer, ou est-ce qu'ils ont une recherche sur les conditions de travail, sur les entreprises dans lesquelles ils vont travailler? Est-ce que c'est différent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Qu'est-ce qu'ils cherchent en priorité quand ils cherchent un job alors qu'ils commencent à avoir déjà un petit peu d'expérience? Où on en est au niveau équilibre pro-perso? Est-ce qu'ils veulent de la souplesse? Est-ce qu'ils veulent au contraire être bien contrôlés, pas contrôlés, mais managés, encadrés? Quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'ils cherchent en priorité? Donc, nos juniors, si on n'a pas le droit. Alors, je pense qu'on a toute une population de gens qui sont très bien renseignés, informés, et ça, c'est génial, en fait, parce que c'est des juristes qui rentrent sur le marché du travail et qui savent ce qu'ils veulent, qui sont informés et voilà, et c'est super d'être informé et de savoir vraiment où on a envie d'aller, par quoi on est passionné. Ça, je pense que c'est plutôt un super point positif. Nous, les retours qu'on a des juristes qu'on rencontre, c'est vrai que c'est très important pour eux d'avoir un poste qui a de l'impact, d'intégrer une structure qui a un projet et qui a un projet qui a du sens pour eux. C'est ce qu'on entend beaucoup, la quête de sens, de l'impact. Donc déjà, sur la structure, c'est qu'est-ce que la structure fait, qu'est-ce qu'elle a comme impact sur la société, qu'est-ce que l'entreprise propose pour impacter la société. Et toi, en tant que juriste, quand tu vas rejoindre notre équipe juridique, quel sera ton impact dans l'équipe?
et plus largement ton impact et quel sera ton sens d'activité dans l'équipe et dans la société en général. Donc, je pense que c'est très important, là où peut-être il y a quelques années, effectivement, on parlait peut-être moins de ça, aujourd'hui, de vraiment valoriser pendant un entretien, quand on est directeur, directrice juridique, le fait de l'entreprise, du sens, du projet, et de ça plus généralement et plus personnellement pour la personne qu'on va recruter, qu'est-ce qu'elle va faire et en quoi ça va consister, quoi. Alors, est-ce que ça signifie que certaines entreprises qui n'ont pas forcément une bonne image de marque, je ne sais pas moi, des pétroliers, des sociétés dans l'armement, c'est un peu plus compliqué ou pas, en fait, finalement? Je vais répondre. Moi, effectivement, quand j'ai commencé ce métier, le problème, c'était quoi? Ça se résumait quasiment à l'armement et au tabac. Voilà. Donc même l'énergie à la limite, mais voilà, c'était moins problématique. Aujourd'hui, la bonne et moins bonne nouvelle, c'est qu'à la limite, tout le monde tout le monde peut, entre guillemets, avoir des difficultés par rapport à ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, même la pharma, l'agroalimentaire, les sociétés de services avec des marges faibles et des coûts faibles. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, tout le monde doit regarder, balayer devant sa porte. Alors, l'avantage, c'est que du coup, je pense que certains secteurs sont peut-être moins spotés qu'autrefois, où on en parlait uniquement du tabac et encore une fois, et de l'armement. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait, en réalité. Moi, donc, il y a deux éléments de réponse, à mon avis, très, très rapidement. C'est que on peut, dans n'importe quelle activité, je pense, donner du sens. Hein. C'est-à-dire que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ces secteurs d'activité-là. Hein. Là, vous voyez Total qui s'est renommé Total Energy. Vous voyez dans le secteur du tabac aujourd'hui qui développe des solutions en dehors du tabac classique. Je referme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire qu'il y a le projet au sens large, l'activité. Et puis après, il y a ce qu'on fait avec l'équipe. Effectivement, il peut avoir des engagements aussi. Je vois notamment avec le cercle ou autre, mais vous voyez, des communautés de juristes qui fait beaucoup de choses pour cette population, cette catégorie de population. Deuxièmement, encore une fois, ça peut être aussi à donner du sens à son activité à travers plein d'autres actions, le fait d'avoir de l'impact, d'être considéré parmi les gens du business. Donc, je pense que c'est une question beaucoup plus large en réalité. Hein, et donc, la bonne nouvelle, c'est que peu importe l'activité, on peut trouver des moyens, je pense, en tant que directeur juridique pour donner du sens et redorer le blason d'une activité qui peut le paraître un peu moins a priori. Moi, j'ai pas mal d'exemples en la matière où, effectivement, même si tout au-dessus, l'activité, elle fait un petit peu moins rêver a priori les profils plus jeunes qui sont en attente de choses positives pour la société. Mais effectivement, finalement, ça ne les empêche pas de recruter in fine parce qu'ils ont su développer un certain nombre de choses. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui, tout le monde de toute façon est scruté, j'allais dire. Et très vite, s'agissant de la transparence, Marilyn en parlait, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que je suis parfois étonné des réactions de certains directeurs juridiques. Désolé pour les banalités, mais 3-4 choses. Aujourd'hui, toute cette nouvelle génération parle entre eux, que ce soit les anciens des boîtes avec les nouveaux. Ils ont LinkedIn. Avant de signer, les 3 quarts du temps, ils envoient un petit message LinkedIn à l'ancien qui a eu le poste. Deuxièmement, comment dirais-je, donc les rémunérations sont hyper transparentes, tout le monde est au courant des rémunérations des uns et des autres, donc il faut hyper faire attention à ça en termes d'équilibre des salaires. Et je dis ça parce que parfois, moi j'ai des recrutements qui ne se sont pas faits, pas parce que il y a eu 1000 ou 2000 de plus ou de moins, mais parce qu'ils ont eu le sentiment qu'on a voulu jouer un petit peu avec ça et les rémunérer au rabais. Voilà. Et ils ont appris la chose et c'est très très mal passé. Voilà. Par ailleurs, il y a toutes les plateformes qu'on connaît qui permettent de noter entre guillemets et le comportement et l'ambiance et les rémunérations, etc. Donc c'est hyper important parce que si on ne comprend pas qu'il y a cette transparence totale ou quasi totale, déjà je pense qu'on part sur un état de fait biaisé. Voilà. Donc voilà, je suis un peu allé au-delà de la question et j'espère que je suis complètement d'accord avec toi, Charles. Et pour rebondir, je pense qu'effectivement, le secteur, le sens, etc., tout le monde peut vraiment tirer son épingle du jeu. L'important, c'est vraiment d'avoir un projet passionnant et d'embarquer en fait le candidat en entretien. Je pense que chacun peut vraiment recruter, peu importe le secteur, mais aujourd'hui, il faut comprendre que le candidat a besoin d'être
d'être voilà, embarqué dans un projet d'entreprise, d'être embarqué sur une fiche de poste avec du sens et de l'impact, et on peut le donner peu importe l'activité de la société, mais il faut vraiment comprendre qu'il faut attirer le candidat, qu'il faut l'emmener dans l'histoire de l'entreprise, et que voilà, il faut lui montrer que ça a du sens et qu'il se sente encore une fois faire partie d'une équipe et d'un projet. Et ça c'est hyper important, l'histoire à raconter en entretien et l'intérêt et l'intensité qu'on y met. Alors, merci. Alors, pour parler peut-être aussi de poncifs qu'on peut entendre sur les nouvelles générations qui peut-être veulent moins travailler ou ont une approche en fait du travail un peu différente peut-être de la nôtre. Je globalise, mais par exemple sur les horaires, sur le télétravail, quelle est leur approche? Est-ce que ils sont plutôt 100% télétravail ou au contraire, plutôt on veut être tout le temps au sein de notre équipe, la distance, parce qu'il y a une époque où c'était très important, parfois on déménageait pour se rapprocher de son lieu de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont une approche différente, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller travailler très loin, c'est pas grave parce qu'il y a du télétravail, où ils en sont à ce niveau-là? Alors, ce qui est clair, c'est qu'avec la crise sanitaire et le télétravail, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles générations de juristes qui a commencé son travail, son poste de juriste en full remote, ou du moins avec une grosse partie de télétravail les premiers mois. Donc, c'est une population qui ne comprend pas aujourd'hui, et bien raison d'ailleurs que voilà, on commence en télétravail et après, 1 an ou 2 ans après, ben non, en fait, il n'y a pas de télétravail. Donc ça, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de télétravail du tout, c'est très, très compliqué pour un recrutement. Et je dirais, nouvelle génération ou pas nouvelle génération, de toute façon, maintenant, les gens se sont habitués au télétravail et voilà, c'est quasi un incontournable. Après, je dirais qu'il faut pas caricaturer. Les nouvelles générations ne veulent pas être forcément en full télétravail. Ils ont aussi besoin d'être en présentiel avec un manager. C'est encore des gens voilà, qui sont jeunes sur le marché, donc qui ont besoin d'être mentorés, qui ont besoin d'avoir une équipe, etc. C'est important pour eux. Donc, le full télétravail, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose qui soit l'incontournable. Après, quelques jours de télétravail, oui, clairement. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté et on passe à côté de talent, clairement, si on n'en propose pas du tout. Après, full télétravail, si on peut le proposer, tant mieux, mais ça n'intéresse pas forcément toute cette nouvelle génération. Quant à la localisation, oui, bien sûr, c'est hyper important. Je dirais que même avec 3 jours de télétravail, la localisation reste un critère très important. Et sur un process de recrutement, on peut perdre énormément de candidats, 3/4 des candidats, quand vraiment la localisation vraiment n'est pas accessible, etc. C'est encore un critère. Malgré le télétravail, on pourrait croire que bon, voilà, ça passe au second plan. Pas du tout. C'est une des premières questions qu'on nous pose. Où est situé le poste? Et ça, c'est très, très important encore, malgré le télétravail. D'accord. Oui, et puis là, c'est difficile vous avez des idées en dehors de développer l'impact et de donner de l'énergie et de donner envie de venir, parce que si on est situé, je ne sais pas moi, à Corbeil-Essonnes, effectivement, ou encore Corbeil-Essonnes, c'est bien desservi, mais Moissy-Cramayel, je suis en train de négocier un contrat là-bas, donc c'est compliqué. Et du coup, comment font les entreprises dans ces cas-là? Alors ça, malheureusement, effectivement, c'est un fait, hein, c'est-à-dire qu'on a des recrutements effectivement qui sont dans des endroits un petit peu compliqués d'accès, où on a forcément moins de juristes, ou les juristes qui sont dans ces secteurs, mais qui, voilà, donc on se prive d'une partie des candidats qu'on chasse. Alors, à part proposer du télétravail, qui est quand même, voilà, voilà, ça reste quand même un point positif, et puis ça peut être dans la balance. On a aussi des entreprises qui proposent des services sur place. Alors, Charles, je te laisse la main sur ce sujet, parce que je crois que tu as travaillé notamment avec des entreprises qui avaient des services sur place, justement pour améliorer vraiment le quotidien des juristes, et c'est quelque chose qui peut faire la différence dans un recrutement. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, mais qui est plus large. Je pense que c'est la gestion du temps, en fait. Ils ont une approche souvent qui est différente de leur temps. Et il faut bien comprendre que je ne pense pas qu'on travaille moins, mais c'est qu'ils veulent travailler mieux, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un peu moins d'acceptation et de tolérance au temps de travail inutile, ou au temps de disponibilité ou d'astreinte inutile. Hein. C'est-à-dire que les réunions inutiles, la réunionnite, ça passe de moins en moins.
le fait d'avoir des process inutiles. Il faut des process, mais ces process où vous expliquez autant ce que vous faites que ce que vous faites vraiment, ça passe de moins en moins. Et les temps de transport, donc pour revenir à la question, effectivement, les temps de transport et les temps de latence comme ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins accepté. Voilà. Donc, ouais. Il y a une vraie importance sur l'équilibre vie pro-perso. Une césure peut-être aussi qu'on faisait un peu moins à notre époque, mais une amplitude de travail qui n'est pas forcément moins enfin, je comprends, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du présentiel pour être présent, comment on dit ça, du présentéisme jusqu'à 20h pour montrer qu'on est un bon collaborateur. Enfin, moi, je l'ai fait, hein, bon, pas vraiment pour ça, mais parce que j'ai toujours une tonne de boulot, mais on va plus, je pense qu'ils vont peut-être plus chercher à justement bien scinder les deux espaces de vie et être moins tolérant, comme vous dites. Donc, c'est un point clé, et moins tolérant, effectivement, à l'inutilité de certaines de nos méthodes. Donc, on parlait de quelles solutions pour les entreprises qui sont aussi mal situées. Ouais, j'en viens effectivement. Moi, j'ai pas mal de clients. On a des clients pas mal avec Marilyn qui ont ce gros sujet, hein, des gros industriels. Hein, et puis, vous reconnaîtrez les grands noms, mais les grands noms de la grande distribution aussi, alimentaire et non alimentaire, qui sont aux quatre coins des RER, hein, pour parler clairement. Et là, il y a quand même un vrai enjeu. Donc, il y a le télétravail, premièrement, et puis après, le quantum du télétravail, hein, parce que vous passez de 1 à 2 jours, ou plus exactement de 2 à 3 jours, ça change énormément déjà la perte au feu en termes de candidats potentiels. Deuxièmement, effectivement, entre guillemets, conciergerie, l'idée, c'est de se dire quoi? Encore une fois, si on repart de l'idée que le temps, c'est un calcul de ce qu'on se fait la semaine, etc., il y a des sociétés qui se disent, voilà, OK, l'idée, c'est de se dire, vous perdez 1 heure, 1 heure et demie, mais regardez ce que vous gagnez sur votre week-end. Et donc, il y a tout un tas de services. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, la couturière, le pressing, en passant par toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Et all in all, effectivement, ça peut être des arguments. En tout cas, moi, j'ai un exemple d'un client sur plusieurs chasses. Je perdais énormément de monde, et puis depuis qu'il y a ces services complémentaires, depuis qu'il y a une journée de télétravail en plus, etc., on perd beaucoup moins de monde. Il y a aussi des sociétés, moi j'ai des exemples, qui ont des locaux secondaires en plein Paris. Voilà. Donc ce n'est pas des fortunes, hein, très honnêtement, mais ça permet effectivement d'avoir, typiquement pour la fin de la semaine ou pour des moments où on a besoin d'être un peu plus au calme et autres, une adresse effectivement un petit peu plus sexy pour cette population. Et déjà ça, je sais que j'ai d'excellents retours. J'en parlais avec un directeur juridique il n'y a pas très longtemps. Et après, encore une fois, il faut aussi regarder de quoi on parle. Métier de juriste est quand même un métier où il faut savoir se poser au calme parfois sur des contrats, réfléchir, et voilà. Et donc, ce n'est pas la même chose d'avoir absence de télétravail ou le fait d'être au bureau, mais avec un bureau plus ou moins calme, avec une capacité à réfléchir, à se poser, etc., plutôt que les grands open space hyper bruyants. Donc, et encore une fois, ça peut être des open space non bruyants, encore une fois, mais c'est lié aussi au flex office, à l'organisation, avec qui on travaille. Donc voilà, c'est pareil. Moi, j'ai un client qui fait peu de télétravail, voire pas, mais en revanche, ils ont des bureaux quasi individuels, un petit peu comme des bureaux de cabinets d'avocats avec 2-3 cobureaux, hein, et la possibilité de s'isoler, du flex office et des bureaux assez calmes. Et ça peut être un argument, effectivement. Voilà. Donc, c'est vrai que si on est très loin, dans des open space bruyants, avec peu de télétravail, voilà, c'est sûr que là, Ouais, on va galérer. Alors, c'est vrai que pour l'exemple, l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, ce ne sont que des immenses plateaux en open space. Tous les gens, pas seulement les juristes, sont installés avec leur casque et travaillent sur Slack toute la journée. Donc, ils se disent, mais quel est le sens de venir être physiquement là alors que je fais exactement la même chose que chez moi? Donc, je pense que quand on parle de donner du sens, c'est ça aussi. C'est bon, si on a une entreprise qui, hélas, essaye à restreindre le télétravail, il faut trouver un mode de fonctionnement
où au moins les juristes ont trouvé un vrai intérêt à être là plutôt que chez eux. Je pense que c'est une vraie réflexion à avoir et ça peut s'organiser au niveau de son équipe, pas forcément, même si l'entreprise a des préceptes et dogmatiques sur certaines choses. Au sein de son équipe, on peut trouver un fonctionnement ou négocier des locaux qui font que un emploi plutôt que d'être chez soi. Parce que si on fait exactement la même chose, je comprends que rapidement, pour nous, c'est pareil, hein, mais ce sera plus difficile avec une population extrêmement mobile, comme on l'a vu tout au début. Alors, qu'est-ce qui est vraiment le no-go pour ces jeunes générations? Qu'est-ce qui les rebute systématiquement? Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est le fait de travailler avec est-ce qu'il pose des questions sur les outils, sur qu'est-ce qu'on utilise, avec quoi on travaille, est-ce que c'est l'organisation, est-ce que c'est le secteur, bon ça on en a déjà un peu parlé, c'est pas forcément la peine d'y revenir, mais qu'est-ce qui va rebuter Alors, je pense que, bon, de façon, encore une fois, hein, peut-être un petit peu, voilà, c'est des choses qui reviennent, hein, c'est ces retours d'expérience des juristes qu'on rencontre. Ce qui les rebute, c'est peut-être un système qui n'est pas capable, une entreprise ou une équipe qui n'est pas capable d'évoluer. Par exemple, au départ, on parlait de sens et puis de l'importance de rejoindre l'entreprise, etc. Pour eux, c'est aussi hyper important d'avoir un poste qui leur permet d'évoluer. Donc, ils ne comprendront pas, par exemple, pourquoi, s'ils font leurs preuves et si ça se passe bien, on n'est pas capable de leur proposer quelque chose, de se remettre en question, de remettre en question des process. En fait, voilà, ce qui les rebute clairement, c'est un système figé, une équipe qui ne se remet pas en question, qui n'est pas capable d'évoluer, qui n'est pas capable de progresser, en fait, tout simplement. C'est des personnes qui sont nées dans voilà, avec des choses qui se remettent en question hyper souvent. Enfin, je veux dire, c'est pas figé et c'est vraiment ça qui les rebute quasi systématiquement. L'absence d'outils modernes, etc., c'est pas des choses qui reviennent forcément parce qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des entreprises sont plutôt bien outillées. Mais voilà, c'est plutôt comment est-ce que je pourrais progresser, comment est-ce que la structure va évoluer, qu'est-ce qu'on proposera, est-ce qu'on peut se remettre en question, voilà, la possibilité d'évolution et de remise en question, clairement. Et je me demandais aussi si avoir un poste franco-français, c'était plutôt un bon point ou un mauvais point. Est-ce que les juristes aujourd'hui que vous voyez sont bons en anglais? Est-ce qu'ils ont envie de travailler à l'international? Est-ce que ça fait une différence aussi quand on propose un périmètre d'intervention géographique? Oui, clairement, hein, aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de juristes qui parlent bien anglais. On a aussi beaucoup de postes où il faut de l'anglais. Oui, clairement, un périmètre international, c'est attirant. Pouvoir échanger avec d'autres juristes, d'autres pays, d'autres cultures, etc. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse, évidemment. À côté de ça, il ne faut pas se dire, mon Dieu, moi, mon périmètre est franco-français, j'arriverai à attirer personne. Ce n'est pas le cas. On a aussi des juristes qui parlent bien anglais. Certes, évidemment, quand on parle bien anglais, on a envie de l'utiliser, etc. Mais on a aussi des concessions, on a aussi des candidats qui parlent anglais, qui ont pu se retrouver sur des postes franco-français avec un périmètre France et qui ont accepté les propositions parce que voilà, il y avait des possibilités d'évolution, tout ce qu'on s'est dit avant, le sens, etc., le travail. Mais oui, l'international les intéresse, clairement. Ouais. Ouais, je vous confirme, je pense que c'est l'occasion de passer un peu la place des directions juridiques à Paris. C'est vrai que de plus en plus, moi j'ai des clients qui me disent on a besoin de plus d'international dans nos équipes. On a trop de profils, entre guillemets, franco-français ou des gens qui ne sont pas partis en stage ou autres. Alors bon, le droit est plus ou moins exportable, premièrement, et deuxièmement, il y a des constantes selon les profils. Donc là aussi, il y a évidemment des grandes différences selon les profils, mais quand même, il y a des constantes. C'est plus facile de trouver des gens très bons en anglais côté M&A que j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps en droit immobilier de la construction et ça va de soi. Hein. Mais effectivement, leur donner la possibilité de travailler davantage en anglais, c'est quand même un atout. Hein. Clairement, c'est quelque chose qui est assez recherché. Après, effectivement, honnêtement, le gros du sujet, c'est très rapidement pour qui je travaille, c'est très incarné rapidement. Voilà. Donc, comme il y a un peu moins les cycles sont plus courts aujourd'hui, on peut imaginer qu'on garde le même manager une bonne partie de ce cycle-là. Et donc, c'est vraiment pour qui je travaille, quelle réputation il a, est-ce que c'est quelqu'un de sain, entre guillemets. Alors, ça peut paraître un peu idiot, mais aujourd'hui, très clairement, la volonté, c'est d'être avec quelqu'un avec qui ça va bien se passer, qui va vous former, qui va
vous apprendre de nouvelles choses. Moi, j'ai 2 exemples intéressants, je trouve, de clients qui marchent bien. Puisque j'ai pu effectivement recruter pour eux des profils qui étaient demandés par d'autres concurrents, mais qui n'avaient pas cet aspect-là, c'est de créer de garder l'expertise, parce que je pense que les jeunes ont bien compris qu'avoir une expertise forte et recherchée, c'est quand même un atout pour leur employabilité, et en même temps, garder un fil rouge, c'est-à-dire sur une autre temporalité, quelque chose d'un peu plus long comme projet, mais qui permet effectivement de faire passer, j'allais dire, le volume parfois un peu compliqué de travail sur certains aspects. Donc là, en l'occurrence, j'ai un exemple, c'était un profil contrat informatique avec énormément de rédaction et de négociation de contrats toute la journée, très dense, très exigeant. Eh bien, cette personne avait un fil rouge à côté, un rôle plus ou moins public affairs, lobbying, d'être dans les instances et d'aller voir un petit peu ce qui se fait en termes de projets de loi et autres, et d'en reporter à des gens qui sont en dehors du juridique, du business, voire de la direction générale. Et donc ça, c'est intéressant parce que vous avez votre expertise, en même temps, vous gérez, ça vous aide à gérer sur une logique de projet, de gestion de projet, de fil rouge, hyper intéressant, et puis ça donne de la visibilité en dehors, j'allais dire, du carcan juridique auprès de direction, etc. Donc ça, c'était, je trouve, une très bonne idée. On en parlera effectivement tout à l'heure aussi, mais j'ai un autre client, directeur juridique d'un grand groupe du CAC 40, qui est très fort pour ça, c'est-à-dire pour faire des passerelles que, honnêtement, qui peuvent paraître audacieuses entre le comment, mais j'ai des exemples entre l'API et les data privacy, assurance IMO, droit social. Ça peut paraître assez dingue a priori, mais avec des gens brillants, honnêtement, et motivés, ça passe à chaque fois. Donc voilà, et puis effectivement, savoir développer des choses un peu parajuridiques, j'allais dire. On parlait du RSE, on parlait de plein de sujets aujourd'hui. Moi, j'ai recruté quelqu'un aujourd'hui qui se posait beaucoup de questions sur la MLM, si elle adorait ça, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui vraiment incarne un engagement, et presque un tiers de son activité, c'est au soutien voilà, de toute la partie RSE. Donc, je pense que aussi, ça a été assez malin, je trouve, de savoir trouver ce qui peut intéresser individuellement les gens et savoir un tout petit peu tordre les fiches de poste. Au-delà du profil, on en parlera tout à l'heure, mais des fiches de poste et du contenu pour pouvoir, quand on a une pépite, l'attirer. D'accord. Alors, comment les attirer aussi au niveau rémunération? Là, c'est plus peut-être un update pour les personnes qui nous écoutent, mais ça coûte aujourd'hui de faire venir une nouvelle génération, un junior en gros. Évidemment, c'est difficile d'avoir une réponse générale, mais grosso modo, quel budget je dois prévoir pour 2, 3, 4 ans d'expérience? Alors, c'est un sacré sujet, je dirais, avant de mettre vraiment un chiffre, parce qu'en plus, c'est assez compliqué pour nous, en fonction évidemment de la taille de l'entreprise. Entre 2 et 4, c'est pas le même, c'est pas la même rémunération. Et puis, ça dépend aussi effectivement du périmètre d'intervention de la fiche de poste. Je dirais avant tout, aujourd'hui, les rémunérations, elles ont augmenté. Ça, je pense que personne me contredira. Aujourd'hui, les juristes de 3-4 ans sont très bien payés, plus qu'il y a quelques années. Ça, c'est plutôt positif. Tant mieux pour nos jeunes juristes qui rejoignent le marché du travail. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'aujourd'hui, un juriste, clairement, les nouvelles générations entre elles se parlent. Aujourd'hui, un juriste de 2-3 ans sait ce qu'il vaut sur le marché. Et en fait, voilà, ça revient toujours avec ce qu'on se disait, la transparence, se renseigner. On ne peut pas être en dessous du marché et se dire on va trouver quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Ça n'existe plus. Les gens se renseignent, les juristes parlent entre eux. Donc, clairement, chacun sait ce qu'il vaut sur le marché du travail. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, clairement, on ne va pas recruter, alors il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais un 2, 3, 4 ans, globalement, une rémunération de 50-55 en fixe, c'est plutôt cohérent. Il faut savoir que le marché étant très dynamique, un juriste qui est contacté 2 fois par semaine ne va pas forcément… alors, il y a toujours des exceptions, évidemment, mais il ne va pas
pas forcément avoir envie de changer de poste pour 2 ou 3 cas de plus. Hein. Ça, c'est clair, c'est toujours pareil. C'est des candidats qui sont beaucoup contactés, donc voilà, qui savent que le marché aussi est capable de leur proposer plus. C'est pour ça, voilà, on peut avoir aussi quelqu'un en poste et puis voilà, des grosses augmentations. C'est clairement un sujet. Hein. On a énormément, évidemment, de directeurs, directrices juridiques qui nous disent « mais moi, je n'ai pas forcément le budget. Il y a 4 ans, on ne recrutait pas à ces tarifs-là. » C'est certain. C'est un fait. Par contre, voilà, il y a aussi un fait, c'est-à-dire le marché. Aujourd'hui, un juriste, un très bon juriste opérationnel business, avec les bonnes soft skills qui vont bien, etc., il sait ce qu'il vaut et autour de 50, 55, voilà, ce type de profil, ça paraît cohérent. Ça a beaucoup augmenté, c'est clair, mais malheureusement, malheureusement ou pas malheureusement, hein, d'ailleurs, hein, c'est très bien qu'il y ait des belles rémunérations. On ne peut pas vraiment faire en dessous. Ça peut paraître très élevé, hein, mais effectivement, encore une fois, il faut bien comprendre que on l'a dit tout à l'heure, nous, on nous sollicite pour des matières qui peuvent être difficiles à recruter. Donc, il y a une inflation des prix qui est galopante des salaires sur ces sujets-là, mais à tel point que moi, je vois, in fine, 10 ans plus tard, ça peut créer des inégalités, entre guillemets, parmi les juristes responsables juridiques, etc., qui sont faramineuses. C'est vraiment hyper important. Donc, du coup, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ces profils-là, souvent, on veut ces expertises, donc déjà, qui coûtent de plus en plus cher. Deuxièmement, avec les bons LLM, les bonnes formations, les bons stages, etc. Vous mettez tout ça bout à bout, en fait, vous retrouvez avec des profils hyper attractifs qui sont contactés. Je précise que les chasseurs, souvent, disent quand même le budget qu'ils ont. Donc, au-delà d'avoir la transparence, effectivement, vis-à-vis des gens en poste, ils savent aussi combien les entreprises sont prêtes à mettre. Donc ils savent, encore une fois, ce à quoi ils peuvent prétendre, hein, au quotidien. C'est hyper important. Et donc, effectivement, il peut y avoir des gens beaucoup moins chers. Ça, on ne dit pas le contraire avec Marilyn, mais sur les gens, effectivement, qui sont souvent ceux qu'on veut attirer, hein, très honnêtement. Pour ça, on en parlera. Est-ce qu'il faut attirer les plus jeunes? Sans doute, oui. Mais voilà, il y a une inflation galopante et ça pose un véritable problème d'équilibre des salaires parce qu'on se retrouve avec quasiment 5 ou 10 cas de différence alors qu'il y a parfois 5 à 10 ans d'expérience de différence parmi les profils. Donc, c'est complètement dingue. Mais encore une fois, je pense que l'équilibre des salaires, c'est un vrai sujet. Je comprends que c'est un sujet absolument important, notamment pour les grands groupes, etc. Mais c'est très, très compliqué pour nous et Marilyn d'entendre ça parce qu'il y a une telle différence parmi les matières qu'aujourd'hui, cet équilibre de salaire, je ne vais pas dire que ça n'a pas de sens, mais il faut vraiment se poser des questions, parce que ça ne tient pas. Alors, sans compter, pour la petite histoire, que souvent, il y a des études très complètes qui sont faites par des grands groupes qui font ça toute la journée, mais souvent, effectivement, on prend en compte des comparaisons qui n'ont rien à voir. Là, j'ai encore un exemple, il n'y a pas longtemps, entre une juriste contentieuse qui aujourd'hui a un poste plus élevé, qui va avoir du management, donc on est déjà un peu moins un profil jeune génération, mais le Compenben leur disait voilà combien vous coûtez sur le marché en prenant un juriste recouvrement comme comparaison. Donc il y a vraiment aussi ça, c'est-à-dire que c'est très très difficile de comprendre qu'on est sur des micro-marchés et que effectivement c'est un peu la quadrature du cercle parfois pour y arriver côté rémunération. Alors, ce qui est possible, parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent sont confrontés à des problèmes de budget. Tous ceux qui recrutent essayent de négocier les meilleures rémunérations possibles pour leurs équipes, mais n'ont pas forcément toujours gain de cause. Donc, y compris mon retour d'expérience sur la question, ça a été quand j'ai quelqu'un d'un peu senior qui est parti et que je me suis orientée vers quelqu'un de moins expérimenté, ça me faisait du coup un appel d'air budgétaire. Ça me permettait parfois de servir un peu ceux qui avaient besoin d'être un peu réalignés sur les marchés qui restaient dans l'équipe. Et surtout, j'insistais beaucoup en interne pour dire attention, aujourd'hui, je le recrute peut-être à 38K, mais il est impératif qu'il ait une progression, s'il fait bien le boulot, s'il prend bien son poste, une fois qu'il aura fait ses preuves, qu'on puisse presque inscrire, c'est hyper difficile de faire un truc pluriannuel, mais qu'on puisse presque inscrire une évolution pluriannuelle pour pouvoir, l'annoncer et être capable à peu près de s'engager vis-à-vis d'un candidat peu expérimenté en disant aujourd'hui le salaire n'est pas terrible, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on pourra être à peu près à ce niveau-là. Comme ça, on donne une visibilité
Et pour eux, c'est satisfaisant parce que du coup, s'ils sont contactés, ils savent que s'ils partent, ils ont les clés en main. Parce que le pire, c'est le blackout, à mon avis. C'est de dire oui, bon, on verra, on en reparlera dans 6 mois. On va faire attention, en fait, parce qu'ils sont mobiles, donc ils peuvent partir. Ils sont pas attachés comme nous. Ça, on va peut-être aussi y revenir, comment les garder. Il y a l'attachement à l'entreprise. C'est pas forcément avec ça qu'on va retenir beaucoup les gens. Alors, on s'est dit aussi, je reviens sur aussi mon idée initiale, qui est comme sur des 2, 3, 4 ans, on va avoir du mal à trouver, surtout dans certains secteurs, dans certaines expertises. Pareil, toujours repenser à la sortie d'école qui coûtera moins cher, qui est plus facile à trouver, qu'on peut former à sa main et qu'on peut faire. Mais par contre, la condition, c'est de faire évoluer, et puis avec toutes les autres conditions qu'on a vues avant. Alors, justement, une fois qu'on a réussi à obtenir son budget, ses jours de télétravail, qu'on a bien packagé son offre d'emploi, justement, quelles sont les bonnes pratiques en termes de recrutement, d'intégration et de fidélisation, comment les garder, en fait, parce que c'est bien de les recruter, ça prend du temps, une énergie de dingue, on le sait tous, mais après il faut absolument savoir les garder. Donc, je pense que je viens de donner peut-être, en tout cas moi, ce que je pense être une clé, c'est-à-dire leur donner une visibilité à 2-3 ans sur qu'est-ce qui va se passer dans leur job, montrer aussi par des exemples ce qui a pu se passer dans l'équipe, des gens qui ont évolué, qui ont eu des augmentations, qui ont changé un peu de périmètre, mais voilà, déjà pour recruter, intégrer et garder son juriste, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, la première des choses pour recruter en amont, je dirais, il est important déjà de bien se poser, de définir son besoin, son équipe, de quel type de juriste on a besoin, de quelle expertise. Alors, justement, on parlait de la personne du juriste plus expérimenté, plus senior, qui quitte la structure et on le remplace par un juriste 2, 3, 4 ans, en se disant, voilà, il sera sur une rémunération plus basse puisqu'il a expérience, et puis il va remplacer la personne. Alors attention avec ce type déjà de recrutement, il faut être bien au clair, c'est-à-dire que le talent n'attend pas le nombre des années, ça c'est clair, hein, on peut être excellent et être tout junior, et ça c'est très bien, mais quand même on a aussi eu des recrutements où on a remplacé des personnes expérimentées par des personnes plus juniors, et malheureusement on rétropédale en plein process en disant ah oui mais en fait il est autonome, mais pas tellement. Mais oui, parce qu'en fait à 3 ans d'expérience c'est bien normal, on n'a pas forcément les skills de quelqu'un qui a 12, 15 ans, etc. Encore une fois, le talent n'attend pas les nombres d'années, mais quand même, nous, on a eu ce retour-là sur des recrutements. Attention à bien se poser au départ et à se dire, aujourd'hui, j'ai besoin de quoi, vraiment de bien définir. Nous, on est là, évidemment, pour accompagner nos clients, et évidemment, s'il y a des ajustements à faire, bien sûr, on le fait. Si au cours de recrutement, il faut recruter des personnes avec plus d'expérience, évidemment, on s'adapte, hein, on accompagne au mieux nos clients, mais ça peut être des recrutements plus longs. Et puis finalement, voilà, des choses qui prennent plus de temps. Donc, je dirais, première des choses, se poser, être vraiment réaliste sur ses attentes, sur son équipe, sur ce qu'on attend et quel type de profil va faire mouche pour l'équipe. Et là aussi, c'est notre travail avec Charles, effectivement aussi en amont peut-être, de conseiller aussi le directeur juridique, la directrice juridique en disant dans votre équipe, vous avez tel et tel, etc. Voilà ce qu'on peut vous conseiller, etc. Mais ça, c'est hyper important plutôt que de taper une fiche de poste et de se dire, voilà, on va prendre cette personne, voilà, bien prendre le temps de définir en amont son recrutement. Et aussi l'investissement qu'on est prêt à y mettre, parce que, comme je disais, si je remplace un plus expérimenté par un moins expérimenté, ça va forcément demander de l'investissement à quelqu'un, parce qu'on ne peut pas demander la même chose, c'est exactement ce que vous venez de dire, Marilyn, la même chose à quelqu'un qui a 0, 2, 3 ans d'expérience et quelqu'un qui en a 15. Donc, ce sera un investissement, ça impacte aussi l'équipe et l'organisation, c'est son investissement personnel en tant que manager, où on peut aussi réfléchir en équipe à comment faire, puisque s'ils sont servis au passage avec des augmentations un peu sympas, ceux qui restent dans l'équipe, on peut créer un truc intéressant, je pense, en justement renouvelant de cette façon-là. Alors justement, l'intégration, le onboarding, comme on dit maintenant, pour ces nouvelles générations, parce que nous, on était en gros recrutés, on jetait avec nos dossiers et puis débrouille-toi.
cas, moi, c'est mon vécu. Est-ce qu'on peut faire ça avec les nouvelles générations? Est-ce que ça va compter? Est-ce qu'il y a des gens qui partent en période d'essai parce que l'onboarding ne s'est pas bien passé? Oui, clairement, l'onboarding, c'est central, hein, d'autant que le process de recrutement doit être à l'image de la qualité du poste qu'on propose, avec de la transparence, de la rapidité, de l'empathie, etc. Une fois qu'on a trouvé le bon juriste, il s'agit d'avoir un onboarding de qualité. Alors, heureusement, voilà, ça arrive quand même très peu fréquemment. On a quand même plutôt de la chance là-dessus, ou en tout cas, on a bien accompagné les candidats et nos clients. Donc, voilà, maintenant, c'est vrai que ça arrive. Ou alors, pas forcément des juristes qui partent en période d'essai, mais en tout cas, un onboarding qui se passe pas forcément comme le juriste l'a attendu. Et puis, c'est vrai que ça laisse au départ une impression pas forcément super. C'est vraiment quelque chose à travailler. L'onboarding, ce n'est pas la première journée et puis voilà, super, bienvenue, on vous présente les locaux, tu as un ordinateur et puis bienvenue, tu fais partie de l'équipe. C'est aussi faire tout au long des premiers mois des feedbacks réguliers. C'est hyper important. C'est hyper important de valoriser le travail réalisé par le juriste, d'avoir un retour aussi, de l'écouter. Ça, c'est vraiment c'est central, c'est une étape très importante. Et d'ailleurs, nous aussi, on conseille nos clients, on les a très régulièrement au début dans le onboarding parce que c'est vraiment central. Voilà, donc des points réguliers, ne pas laisser le juriste dans son coin. Et puis voilà, au bout d'un mois, même si on se dit ça va, ça marche, il a ses marques, etc. Voilà, toujours continuer vraiment les premiers mois à lui demander et son feedback et à faire un feedback en transparence. Alors, ce n'est pas forcément que le manager, mais ça peut être aussi chaque personne de l'équipe juridique peut avoir un rôle dans la formation, dans le mentorat, dans l'accompagnement du juriste. Et ça, c'est hyper important. Voilà, ce n'est pas le manager qui prend tout sur ses épaules. Et le juriste se sentira d'autant plus intégré et l'onboarding sera réussi que vraiment toute l'équipe soit là aussi pour le former, pour venir en support et pour l'intégrer. Donc ça, essentiel, il faut prendre du temps là-dessus, c'est pas du temps perdu, c'est essentiel. Oui, moi j'ai beaucoup de feedback effectivement de plus jeunes qui me disent comment? Non, allez-y, Charles, je vous laisse. Ouais, pardon, qui me disent on attend trop les évaluations annuelles pour se dire vraiment les choses, quoi. Le paradoxe, c'est qu'on est à 3 mètres l'un de l'autre et finalement, bon, il y a le quotidien, mais bon, donc ça aujourd'hui, cette temporalité de l'évaluation annuelle, c'est plus du tout possible, à fortiori avec des profils plus jeunes, quoi. Donc effectivement, ils recherchent beaucoup de feedback. Ils ont vraiment envie de savoir en général si ce qu'ils font est bien, comment on pourrait le faire, comment on pourrait le faire autrement. Effectivement, être rassuré aussi parce que c'est important de dire quand les choses sont perfectibles, mais aussi quand elles vont bien. Il y a encore parfois du management où quand tout va très bien, on le dit pas malheureusement, et donc ça peut créer une certaine anxiété, voire une déception. Et encore une fois, il faut bien se dire que la logique pour eux, souvent, c'est d'apprendre énormément. Donc c'est plutôt moi, je suis positivement surpris de se dire. Voilà, ils ont envie souvent d'apprendre sur beaucoup de sujets. Ils ont bien compris aussi les attentes du marché dans quelques années. Donc, il y a une envie, et c'est pour ça que parfois, on trouve une certaine instabilité, parfois un sentiment d'être un peu pressé, mais c'est parce qu'ils veulent souvent avoir un maximum de formation, acquérir des nouvelles compétences, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'autant, je pense, créer des retours d'expérience assez rapides. Voilà, ça peut paraître... Alors, c'est un peu le revers de la médaille. Je ne sais pas si c'est votre expérience, Marie, mais ça permet de recruter des profils hyper dynamiques qui veulent apprendre vite, qui sont un petit peu moins chers, etc. En revanche, il faut savoir, est-ce qu'on a ce temps-là, ce luxe d'avoir du temps-là ou d'organiser son équipe de sorte à ce que, voilà, parce qu'effectivement, c'est consommateur de temps, c'est sûr. Ça rejoint un autre sujet sur lequel un jour il faudra que la commission management fasse un atelier, je pense, Nathalie. On se pose toujours la question des objectifs, parce que c'est dans les bonnes pratiques maintenant de fixer des objectifs à ses juristes, des objectifs dont dépendent une prime, etc. Et ce n'est pas toujours évident de trouver des objectifs. Et moi, par exemple, j'avais mis ça à une époque, quand je savais qu'il allait y avoir un renouvellement, je n'avais pas non plus une équipe de 3000 personnes. Hein, donc, du coup, je pouvais fixer à une personne qui était volontaire aussi dans l'équipe, dans ses objectifs annuels, le fait de mentorer et d'accompagner l'intégration de la personne. Parce que d'abord, c'est hyper satisfaisant quand on a pris quelqu'un de jeune, qu'on l'a formé
et qu'on lui dit, tiens, maintenant, tu pourrais t'occuper de former, d'intégrer un autre jeune qui va avoir 2 ans de moins que lui ou 3 ans. C'est généralement, les jeunes sont super contents de pouvoir d'ores et déjà un peu transmettre, passer dans le mode transmission. Et donc, du coup, ils se sentent responsabilisés et responsabiliser la cohésion d'équipe, etc. Ça commence à donner des petits aspects managériaux aussi de comment on gère un jeune, un nouveau, un intégré. Donc, je trouve ça hyper vertueux. Et puis, en plus, c'est hyper égoïstement pour le manager. Du coup, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe et qui est en plus un peu incentivé sur la réussite, le succès de l'intégration d'un plus jeune, donc qui vient d'un moins expérimenté, qui vient d'arriver. Je trouve ça très. J'interromps 2 secondes, Marie, mais je trouve ça hyper pertinent, d'autant que quelques années après, on va leur parler management. Quelle expérience avez-vous? Et souvent, il faut bien commencer, c'est comme tout. Et souvent, on parle de quoi? Manager des stagiaires au début, voire un collaborateur, mais le mentorat. S'il y a des bonnes références du directeur juridique qui confirment effectivement qu'il y a eu ce véritable mentorat, ça peut être un vrai argument, déjà quelque chose à valoriser dans leur parcours. Et c'est quelque chose effectivement sur lequel on peut capitaliser pour les attirer en disant si ça marche bien, nous on a une logique de mentorat. Enfin, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et d'autant qu'on a parfois des équipes réduites, on ne peut pas non plus faire évoluer les gens, les nommant responsables juridiques ou en faisant un râteau où ils deviendraient managers officiellement. Donc, ça peut être une façon aussi de s'adapter à des besoins, en fait, justement, on a recruté un peu expérimenté qu'il devient, forcément, on passe à la dernière question, comment on les garde? Et pour moi, ça, c'est une clé aussi, en fait, c'est une clé de la fidélisation, c'est que s'ils se sentent déjà parfaitement intégrés dans l'équipe et qu'en plus, si on commence à leur donner des responsabilités qui ressemblent à du management, même s'ils sont encore très jeunes, même s'ils ont moins de 30 ans, moi, ça a toujours été hyper apprécié en fait, par mes équipes et apprécié par aussi les nouveaux qui rentrent. Hein, donc, d'être pas forcément direct, en prise directe avec le directeur juridique qui n'a pas trop temps, mais avec des gens qui ont vécu l'expérience il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent, et puis on va finir avec ça, parce que je vois qu'il est 9h35, si vous avez des questions également. Donc, comment on les garde et quelles sont, selon vous, peut-être pour commencer, les 3-4 raisons qui font qu'ils partent très vite ou qu'ils changent? Et est-ce qu'ils changent très vite, d'ailleurs, plus que nous à l'époque? Oui, alors effectivement, ils changent très vite. Ça rejoint tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir, ils sont contactés plusieurs fois par semaine. Donc, c'est mathématique, hein, c'est tout simple. Plus on est sollicité, plus on a des belles propositions et plus on a le choix. Et voilà, le fait que le marché soit très dynamique, c'est aussi la raison pour laquelle les nouvelles générations de juristes ne restent pas forcément des années dans leur poste, etc. On est sur plutôt un temps d'une 2 ans. On a déjà des juristes qui nous disent 2 ans, j'ai fait le tour et c'est très bien, etc. Je pense qu'avant tout, il faut voir le changement comme quelque chose de positif. Aujourd'hui, dans la culture des jeunes générations de juristes, changer, c'est positif. Et ce n'est pas forcément je pars parce que ça ne va pas, mais je pars pour faire autre chose, pour découvrir autre chose. Et voilà, il ne faut pas voir le fait de partir de l'entreprise comme un échec en se disant je n'ai pas réussi à le fidéliser. Alors certes, c'est vrai, c'est de l'investissement. On a formé quelqu'un, on aurait eu envie qu'il reste plus longtemps. C'est un fait. Aujourd'hui, les cycles de postes sont plus courts pour les nouvelles générations et c'est comme ça. Et je veux dire, il faut déjà voir la chose positivement. Un juriste qui part, ce n'est pas forcément un juriste qui est malheureux, mais c'est un juriste qui a envie d'évoluer, de voir autre chose et ça, c'est positif. Et il ne faut pas se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal et avoir une certaine frustration par rapport à ce départ. Ça peut être aussi un juriste qui va faire la promotion de l'entreprise actuelle en disant moi, pendant 2 ans, j'ai été super bien, j'ai évolué, c'était génial. Et ça, pour la marque employeur, etc., c'est aussi quelque chose de positif. Donc voilà, attention à ne pas... Exactement, attention à ne pas voir ça forcément comme quelque chose de négatif. Parce que ça comme il se parle, honnêtement, laisser partir quelqu'un, même s'il est resté 3 ans, qu'il a fait du bon boulot, qu'il a bien délivré, qu'il a donné une bonne réputation, effectivement, voilà, c'est aussi permettre, s'il est contacté par quelqu'un qu'on veut recruter, à ce qu'il dise du bien de vous. Mais moi, je l'ai constaté, hein, c'est vraiment... Il faut gérer aussi ce départ. Voilà, on parle d'onboarding, mais à l'extrême, il faut gérer ce départ. Et puis, pour répondre à votre question très vite, Marie, en général, c'est 3-4 éléments qui sont toujours les mêmes. Quand on les chasse, pourquoi vous voulez partir, pourquoi vous êtes intéressé par ce projet, plus que pourquoi vous voulez partir, c'est il y a une nouvelle ambition, un beau projet, effectivement, qui est exprimé par la société qui me chasse. Deuxièmement, il y a une personnalité, le mot qui revient, inspirante.
Voilà. Donc, c'est tout à fait incarné en général, c'est de se dire, c'est pas parce que son actuel employeur n'est pas bien, etc., mais c'est une belle rencontre, quelqu'un d'inspirant qui peut m'apporter autre chose, etc. Troisièmement, plus de possibilités d'évolution. Ça, c'est clair, ça revient tout le temps. J'ai constaté on m'a parlé si tout se passe bien, ça pouvait être ci, ça pouvait être ça. Là, aujourd'hui, bon, moi, N plus 1 n'a pas vocation à recruter quelqu'un en dessous de moi ou que je manage. Il n'a pas vocation à partir non plus. Donc, ça peut durer 15 ans comme ça. Je ne vois pas d'autres issues. Voilà. Et puis, la rémunération, évidemment, forcément. Je pense que ces générations ont compris que beaucoup de choses se passaient dans les premières années. Hein, et donc, mais en même temps, le marché est comme ça. Enfin, c'est très dur de les contredire parce que malheureusement, ceux qui ont fait leurs armes, qui ont été connus en tant que stagiaires, voire collaborateurs, enfin, juristes juniors et qui, 10 ans après, sont dans la même boîte, souvent sont en décalage avec les jeunes qui ont fait 2 fois la culbute et qui ont fait 3 fois 3 expériences. Malheureusement, l'histoire leur donne un petit peu raison malgré tout. Et là, c'est peut-être une vraie différence avec notre génération. Nous, si on changeait de poste tous les 2 ans, on était vus comme des gens instables et qui n'étaient pas capables de garder ou de s'intéresser plus de 2 minutes au même sujet. Donc ça, je pense que c'est une vraie évolution de marché, comme le fait que les nouvelles générations n'hésitent pas aussi, c'est un constat peut-être complètement empirique, mais partir à l'international, à bouger, à prendre une année sabbatique, des choses comme ça. Il ne faut pas les voir comme des dilettantes ou quoi que ce soit. C'est des projets, je trouve ça hyper respectable. Et un juriste, quelqu'un qui a fini ses études, qui part 1 an à l'étranger, même si c'est pour aller faire les vendanges en Nouvelle-Zélande, il reviendra avec aussi une ouverture d'esprit ou des choses qui pourront apporter à l'équipe. Ça peut apporter à l'équipe sur d'autres choses. Alors moi, si je dois résumer pour finir, on est sur des profils qui sont recherchés, mais si on met en place la bonne organisation de travail avec du télétravail indispensable, une certaine souplesse et des modes modernes de management aussi, à pas dire c'est 9h, 18h, point. On offre des possibilités d'évolution. On démontre aussi que c'est une réalité dans son équipe, hein, comme ça, ce n'est pas juste des promesses. On développe son côté inspirant, autre sujet, je pense, à faire avec la commission management. Grosso modo, on peut aussi très bien garder, s'investir, mais aussi le garder un peu plus d'1 an ou 2, son junior, parce qu'il va trouver chez nous ce qu'il trouverait aussi ailleurs. Donc voilà, c'est à nous de jouer maintenant. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Je rajouterais deux petites choses. C'est aussi le rôle du juridique parce qu'ils ne sont pas idiots. Rapidement, ils voient aussi l'impact des directeurs juridiques dans leurs équipes. Et donc, effectivement, tout ça, il y a un effet qui découle jusqu'à nos juristes juniors, quoi. C'est-à-dire que, voilà, donc il y a. Ce n'est pas une question d'exemplarité parce que parfois, le rôle du juridique, on le subit plus qu'on en est l'acteur. C'est hyper important ça. Et deuxième chose que je voulais rajouter, c'est aussi le process de recrutement. Parce que souvent, ce qu'ils veulent, c'est de l'impact, de la rapidité, la capacité effectivement à prendre des décisions, à être source de propositions, etc. Mais s'ils voient, et moi ça m'est arrivé centaines de fois, que c'est très long, qu'on est incapable de donner du feedback régulier, de faire des vrais feedbacks même quand ça ne va pas, si ça dure 1 mois ou 2 mois où on sent que ce n'est pas maîtriser le process, mais c'est la meilleure façon de montrer qu'à l'intérieur, ça se passe comme ça en réalité, derrière les beaux discours et la marque employeur sur le site internet ou autre. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que, 1, il y a une guerre des talents, donc il faut aller vite. Mais 2, c'est surtout un bon indicateur pour voir comment ça se passe à l'intérieur de la machine. Ça ne veut pas dire précipitation, mais tout bêtement, déjà pas faire des process d'entretien où c'est de manière séquencée, c'est-à-dire qu'il faut faire avancer plusieurs profils, et puis voilà, pas forcément dans le même sens, etc. Il faut être pragmatique, mais au final, on peut tout à fait faire en sorte qu'en 1 mois, vous ayez vu 5 à 7 personnes, que 3 ou 4 personnes des équipes de direction les aient vues, faire un benchmark, faire des références, et puis finalement être sûr que le tour du marché, ou en tout cas un bon tour du marché a été fait. Donc ça, hyper important, parce qu'on l'oublie trop souvent, et moi, j'ai du mal à faire changer certaines pratiques chez 2 ou 3 de mes clients, mais c'est toujours la même histoire. On perd du temps, on perd des bons candidats, et tout le monde est déçu. Je rajoute sur le fait que dans cette guerre des talents, si vous avez une annonce qui traîne depuis 3 ou 6 mois, moi, la première question, c'est « il est où Charles Leloup ?» Si ça avait été un si beau job dans une si belle entreprise, ils auraient recruté depuis longtemps, non?
Et là, c'est très difficile de trouver des arguments. Bon, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des postes qui n'arrivent pas à recruter pendant 3 ou 6 mois? Mais bien sûr. Mais bien sûr, et des très grandes entreprises et prestigieuses. Mais il suffit que, premièrement, on ait essayé par nous-mêmes, que malheureusement, les entreprises n'ont pas forcément le temps de regarder les profils. C'est confié parfois avec des gens qui ont du mal aussi à comprendre, quand c'est très technique, quel est le bon CV. Vous savez, ces fameux ATS, donc des systèmes de logiciels qui sont censés trier qui ne marchent pas du tout en réalité. Souvent, moi, c'est les feedbacks que j'ai. Et puis, comme ce n'est pas maîtrisé, alors là, je vais faire cocorico et puis ma petite défense de mon job. Mais nous, notre job, c'est quand même de sécuriser le process. C'est parfois imparfait, parce que c'est de l'humain. Mais vous avez une shortlist, vous avez un numéro 1, vous avez un backup, vous avez un chasseur qui continue à travailler, même si le numéro 1, a priori, va être signé. Et souvent, vous avez des entreprises qui sont persuadées, ah ben non, ça va le faire avec elle. Et puis, vous avez, au bout de 3 semaines, finalement, un refus de proposition. Il ou elle a été racheté par son employeur, voire pire. Désolé pour l'anglais, mais c'est des no-shows. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, avec la guerre des talents, on a des gens qui ont leur préavis passé, devaient rentrer lundi et ne viennent pas en poste. Et là, vous perdez 3 mois de préavis pour le futur chassé, plus 1 à 2 mois de process, c'est 5 mois. Là, on est déjà à l'automne ou à l'hiver prochain. Donc, vraiment, effectivement, oui, ça peut arriver. Je vous assure que... Et souvent, étonnamment, des grands groupes, des très beaux groupes et des grands groupes. Ouais. Il faut être super vigilant parce que c'est vrai que là, pour le coup, par rapport au moment où nous sommes rentrés sur le marché du travail, le no-show, ce n'était même pas envisageable. Le refuser une proposition, si on en était au stade de la proposition, sauf si on avait dit j'en ai 2, donc je ne sais pas, j'hésite, l'employeur était prévenu, mais le recruteur, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'opacité, je pense, de la part des candidats sur quel est leur véritable projet. C'est un peu un constat, une fois de plus empirique, et je n'ai pas votre expérience, mais ils ne sont pas forcément hyper transparents sur le fait qu'ils ont 5 trucs en cours et qu'ils vont rester super motivés dans le processus d'entretien jusqu'au bout pour au final dire non. Non, finalement, je reste chez moi, ou finalement, j'ai une autre proposition que j'ai prise. Ça, c'est évident. Avec nous, avec le métier, et puis une relation de confiance, ils le sont davantage, pour être honnête, et puis parce que c'est une manière de nous dire, mais c'est un rapport inversé, hein, ça peut paraître complètement dingue. En gros, battez-vous. Voilà. Donc voilà, nous, ce qu'on a en face, voilà quel budget en face. Allez, amusez-vous et battez-vous, séduisez moi, quoi. Et puis faites votre travail de négo avec vos mandataires, mandants. Et donc c'est assez dur à imaginer. C'est ça. En revanche, vis-à-vis de vous, très honnêtement, je peux pas les critiquer. Ils savent très bien qu'entre une personne qui a une piste mais un peu lointaine et une personne qui a la piste rêvée dans le job rêvé, etc., qui on va choisir. Parfois, mes clients me disent, je veux avant tout quelqu'un qui va dire oui à la fin. Donc, on a 2 excellents profils. On va choisir celle où on sécurise le truc. Donc, forcément, il y a un petit jeu d'acting en disant j'ai d'autres pistes, mais ce n'est pas très avancé, ou je ne sais pas, ou vous votez. Voilà. Mais en même temps, ils savent très bien qu'ils se tirent une balle dans le pied s'ils vous disent vraiment le contraire en toute transparence. Donc, je sais, ce n'est pas évident. Donc voilà, battons-nous pour les prendre, les garder, mettre en place les bons process. Est-ce que on a encore quelques minutes pour des questions, si vous voulez, ou on peut vous libérer Oui, alors moi, Marie, je vais faire un peu la transition avant les questions. Finalement, par rapport à tout ce qu'on a dit, ces jeunes talents ne sont pas si différents de nous. Parce que j'entends aussi que, et je vois que je fais sourire Charles et Marilyn, mais c'est vrai que pour nous aussi, c'est un peu la même chose, hein, du sens, le contenu du poste, positionnement du juridique, inspirant, quel est le projet, la REM, les conditions de travail, dégager du temps. Enfin, voilà, donc... Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont comme nos propres attentes à nous aujourd'hui, mais en revanche, on n'avait peut-être pas ces attentes-là quand on était jeune. C'est ce que c'est. En fait, ce qui m'intéresse, voilà, c'est... c'est peut-être ça la nuance. Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que Marilyn et Charles, vous recrutez aussi donc, des profils plus seniors. Donc finalement, on vient de passer 1 heure à expliciter, et merci beaucoup parce que je pense que c'était hyper éclairant
On a tous recruté des jeunes en tous les cas pour moi, dans des entreprises de taille intermédiaire, enfin des grosses ETI ou du CAC 40. Et on voit qu'effectivement, les attentes ne sont pas les mêmes, évidemment, en fonction des profils que nous recrutons. Mais finalement, c'est ni plus ni moins que peut-être plus cash que nous. Ou, je reprends juste un exemple sur le présentéisme ou les réunionites. On l'a tous subi. Et puis finalement, aujourd'hui, eux, bon, ben, voilà, c'est pas un projet de vie. Je pense que pour nous, hein, soyons clairs. Je pense que vous avez et les attentes des nouvelles générations sont les nôtres, sont les miennes, sont les vôtres, etc. Du sens, de l'impact, la possibilité d'évolution. Je pense que la différence, c'est que clairement, aujourd'hui, on est sur un marché très, 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 très dynamique. Là où, voilà, le juriste, il y a quelques années, on a connu quand même des périodes où c'était très compliqué d'avoir son premier poste, son deuxième poste, on avait son CDI, on essayait vraiment de le garder en se disant, voilà, il ne faut pas trop que je fasse de vagues. Et puis déjà, voilà, je sécurisais avec un CDI dans une entreprise, avec un salaire qui est plutôt correct, etc. Aujourd'hui, avec un marché hyper dynamique, on est dans un marché de candidats. C'est super pour le candidat, et tant mieux, c'est que plus on a le choix, plus on peut se permettre d'être exigeant. Et ça, c'est une réalité. C'est qu'aujourd'hui, le marché du candidat étant hyper dynamique, le candidat peut se permettre d'avoir plusieurs axes de volonté sur le poste, voilà, peut être plus difficile, et tant mieux. Et voilà, en fait, tout simplement, je pense que à un moment, quand le marché a été plus compliqué pour les candidats, eh bien, de facto, on avait des candidats qui étaient moins exigeants et qui étaient déjà très contents d'être en poste, alors qu'aujourd'hui, le marché est très dynamique et on ne se contente plus d'avoir juste un poste et de se dire, ben voilà, au moins, j'ai un CDI, c'est super. Donc, je pense que c'est ça la vraie différence. Mais sinon, les attentes sont les mêmes que les nôtres. Et pour faire le parallèle, c'est ce qu'on se disait avec Marilyn, finalement, une fois passé l'étonnement de certaines réactions ou de certaines demandes des juristes, on ne peut que se dire qu'il y a quand même forcément du vrai par rapport justement à ce qu'on leur demandera pour être directeur juridique demain. Aujourd'hui, moi, quand je recrute des directeurs juridiques, on me dit, voilà, moi, je suis en attente de quelqu'un qui est connu de l'international, qui peut parler évidemment très bien en anglais, qui peut être presque autant business que mon directeur commercial, autant financier que mon CFO. Voilà, donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cumuler énormément d'expérience, que ce soit à l'étranger, à travers des différentes activités, à travers le management, etc. Et donc finalement, ce qu'ils demandent, c'est ni plus ni moins que d'acquérir beaucoup de compétences et cocher ces cases-là le plus rapidement possible. Voilà, donc effectivement, le parallèle est tout à fait juste. Hein. Je pense qu'ils ont bien compris aussi ce qui valorisera leur profil demain, au-delà du fait qu'ils aiment faire le métier, ils ne le subissent pas et ils donnent du sens. Ils savent aussi que d'une manière très pragmatique, c'est une manière d'être bankable demain sur le marché du travail pour être directeur juridique. Donc, organiser une mobilité interne avec un parcours, par exemple, il y a certaines entreprises de la tech qui proposent cela. Alors, c'est vrai que pour d'autres groupes, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément une visibilité à 3 ans, surtout ces derniers mois. Et donc, proposer un parcours pour le juriste, c'est pas forcément évident. Enfin, ça dépend des structures. Mais c'est vrai qu'on voit que certains grands groupes qui sont dans la tech notamment, qui capitalisent beaucoup sur l'onboarding et ensuite le process on va dire, d'évolution, entre guillemets, arrive peut-être à mieux attirer et donc pour des groupes un peu plus, entre guillemets, tradis, est-ce que c'est la clé? On ne vous entend pas, Charles. Pardon, j'ai un exemple moi, de client du CAC 40 qui va assez loin en la matière. À la limite, il déculpabilise les très bons profils en disant si vous me dites que vous voulez arrêter le droit dans 7 à 10 ans, c'est possible et ça pourrait être chez nous. Ça va assez loin, hein. Mais effectivement, je ne trouve pas ça idiot parce que finalement, ça peut arriver, mais ce n'est pas une fuite non plus des cerveaux juridiques vers d'autres métiers. En revanche, c'est quand même hyper inspirant de se dire, voilà, ça va assez loin dans la démarche et tout est possible dès lors que je m'engage, j'ai des bons résultats et que j'ai un premier cycle irréprochable, entre guillemets. Donc,
finalement, ça donne des effets hyper positifs. Et ouais, il faut essayer. Alors, je sais que souvent, ça ne vient pas du directeur juridique. Hein, les contraintes, elles sont beaucoup au-dessus des process, des problèmes de mobilité, voire de politique interne. Moi, j'ai des groupes, des grands groupes où concrètement, il y a même il y a quand même de la concurrence parmi les branches, quoi. Donc, ça peut paraître complètement dingue, mais voilà. Donc, ça, c'est quand même la vraie vie, malheureusement, et la politique au sein des entreprises. Mais voilà, il faut essayer, autant que faire se peut, de changer les choses. C'est comme le process, hein. Beaucoup nous disent c'est quelque chose de figé, mais j'ai plein d'exemples où, avec des bonnes idées et un peu de courage managérial, on arrive à tordre ce qui devait se faire. Voilà, et finalement, on prend des bonnes décisions. Donc effectivement, il faut essayer de créer ces mobilités, c'est hyper important. Ouais. Merci en tout cas, Charles, vraiment Marie-Line, pour tous ces éclairages. Je pense que c'était hyper important de le faire et de se poser sur ce sujet. Je recommande aussi le cabinet Morgan Phillips. Hein, c'est moi qui suis allée les chercher pour cet atelier parce que étant manager de transition, donc je connais beaucoup les cabinets de management de transition, mais aussi un peu les recruteurs. Je fais un peu de pub pour eux au passage à la fin. Vous le savez tous, si vous les croisez, il y en a qui sont quand même plus ou moins accueillants et qui sont plus ou moins en ligne avec le discours qu'ils tiennent de l'humain, de suivi, les candidats, etc. Et je crois que chez Morgan Phillips, ils sont quand même assez alignés sur le discours versus la réalité. Donc, en tout cas, merci à vous pour le travail qu'on a fait en amont et votre participation à la commission management. Merci à tous ceux qui m'ont écouté attentivement. Bonne journée à tous. Merci à tous. À bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Et à bientôt dans le cadre des débats du cercle. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.